Je suis prêt. Alors, Jas, oui. Oui, on commence. Donc, l'expérience que le client vit pendant qu'il boit une bière de microbrasserie versus une bière commerciale, c'est la complexité, la profondeur de chaque bière qu'on fait au niveau de la microbrasserie. C'est qu'on filtre pas beaucoup nos bières ou pas du tout. Puis souvent, les bières commerciales vont être très filtrées, vont perdre en saveur, les côtés aromatiques, tout du houblon va être moins présent parce qu'ils vont accélérer le processus de la fermentation, puis ils vont justement accélérer le processus que ça soit gazé, filtré le plus rapidement possible, prêt à consommer pour y aller au volume. Tandis que nous autres, on va les laisser reposer plus longtemps, on va les laisser plus troubles, plus naturels. Donc, l'expérience du client quand il boit une bière de microbrasserie, elle est naturelle. Je pense que c'est l'ambiance. Moi, j'aime dire que les microbrasseries ont remplacé les églises. Parce qu'il n'y a plus grand monde qui vont dans les églises maintenant parce que c'est plus bien populaire. Les microbrasseries, ça a gagné en popularité avec les années. Puis là, les gens, on dirait qu'ils s'y retrouvent au niveau de crème. Tout le monde aime ça, bien moi aussi, je vais aimer ça. Puis pourquoi qu'ils aiment ça? Puis là, ils deviennent de plus en plus... de moins en moins néophytes, donc ils ont plus de connaissances, ils savent ce qu'ils boivent, ce qu'ils vont boire, ils vont connaître maintenant les houblons et tout. Puis là, on dirait que c'est un lieu de rassemblement populaire qui est rendu vraiment pas populaire, mais je veux dire, les gens ils découvrent que c'est super naturel et convivial comme environnement, les microbrasseries. Donc, ils vont aller là. Puis, tu sais, dans l'église, c'est pas naturel et convivial. Fallait que tu répètes toute la même chose, puis que tu manges un hostie. Ben, c'est le volume, évidemment, c'est la capacité. Par exemple, je brasse en une année ce que les macro-brasseries brassent en une journée. Donc, ça me prend un an à faire ce qu'ils font en une journée, donc c'est ça. Je peux jamais compétitionner contre les gros joueurs par rapport au prix. Ils achètent les ingrédients pour faire la bière, les houblons, le malt. Ils vont l'acheter en tellement grand volume que le prix est plus bas. La même chose pour les équipements. Plus ils en font, plus le coût de revient est intéressant. Puis on ne pourra jamais compétitionner contre eux. Mais grâce à eux, on peut avoir plus de bouteilles, plus de facilité d'avoir accès à des canettes à plus bas prix parce que les autres ils en achètent tellement qu'on peut profiter de ça. Sinon, on paierait plus cher. Mais tu sais, c'est ça, le gros avantage, c'est ça. Mais les gros joueurs, comme les Molson de ce monde et tout ça, ils achètent des petites microbrasseries pour aller chercher du savoir parce que les autres, ils n'ont pas développé leurs connaissances au niveau des produits de niche comme ça, de spécialité, des produits vieillis en barrique, des produits avec X levure. Là, ils font comme crime. Nous autres, on est habitués de travailler en gros volume. Fait que, il va falloir chercher les microbiologistes pour travailler les gros volumes. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ma bière va être prête plus vite? T'sais. Nous autres, on travaille à l'opposé de ça. Un a besoin de l'autre. Hein. Bien, ça dépend comment la compagnie a évolué. Si la compagnie reste la même avec les mêmes employés et continue à travailler de la même façon, ça reste une microbrasserie, même si c'est acheté par un gros joueur. Mais s'ils changent les techniques, s'ils changent le produit, s'ils veulent le rendre encore, comme je t'expliquais plus tard, qu'ils développent des levures ou qui vont travailler plus vite, ils vont travailler avec des sucres qui vont accélérer le processus, puis que là, ça ne devient plus la même bière, mais là, ça ne devient plus une bière de microbrasserie. Donc, je pense que s'ils respectent l'entité qu'ils ont achetée telle qu'elle était avant, ça reste une bière de microbrasserie. Ça fait partie de la game. Je pense que c'est... Quand est-ce que ça grandit? Bonne question. Moi, je dirais, comme ça, spontanément, elle grandit quand son produit se démarque des autres. Parce que la grande différence entre les microbrasseries, mettons, et les vignobles vont se démarquer avec les sols,
On s'est marqué avec la température, les années des vignes. Et tu travailles avec tes raisins que tu as fait pousser, grandir, puis que tu as élevé, puis que tu as cultivé, puis que tu as entretenu tes vignes de sorte qu'elles se démarquent par rapport à la variété que tu as, puis tout ça. Nous, les microbrasseurs, on travaille tous à 85 90 avec les mêmes ingrédients. Donc, on achète les houblons aux mêmes endroits, on achète les maltes, on travaille sensiblement avec les mêmes types de levures. Là, ça change beaucoup les levures, mais ça reste qu'on on travaille avec les mêmes ingrédients. Donc, pour se démarquer, pour faire en sorte qu'on va grandir, il va falloir peaufiner nos techniques, dire que les autres font quelque chose que les autres font pas, ou aller dans des styles, des créneaux. C'est là que tu vas te démarquer, parce que là, il y en a de plus en plus. Ça reste que c'est pas mal le même style avec les mêmes ingrédients. C'est comme à un moment donné, si tu as les mêmes ingrédients pour faire un gâteau, que tout le monde fait un gâteau au chocolat, puis tu as les mêmes ingrédients, mais c'est qui va faire le meilleur gâteau au chocolat? Mais c'est celui qui va jouer avec sa température, qui va jouer avec le côté moist du gâteau, c'est ça. Il va falloir que les gens se démarquent, puis c'est là. Ton image de marque, l'expérience que tu vis avec la bière, où c'est que tu vas la boire, ça existe-tu? Je vois-tu le... C'est quand je vais la boire, mettons, à Magog ici, mais je vis l'expérience que je suis à côté d'un lac, dans un petit village, un petit foyer. J'ai vécu l'expérience, j'aime la ville, j'aime la bière. Fait que quand je vais avoir ces tablettes, mais hey, moi j'ai eu du fun quand je suis allé là, je vais prendre elle en premier que celle que je connais pas, que peut-être qui va disparaître dans 3 mois. Puis, c'est ça, je pense que tu grandis quand tu fais vivre ta marque, puis que tu fais ressortir ton talent. Parce que tu vas avoir une bonne marque, si le produit n'est pas bon, ça ne marchera pas. Je pense que c'est ça, c'est une combinaison de tout ça. Je pense pas, non, c'est pas facile de même. Je pense que c'est... une microbrasserie, c'est des artisans de la bière. Donc, ils peuvent s'amuser en plus petite quantité, à essayer plein de trucs. Puis tu peux te permettre de changer de recette, d'aller ailleurs. Tandis que les macrobrasseries, milliers de litres qu'ils brassent par jour, ils ne peuvent pas s'amuser à dire « Hey, on essaie-tu au melon d'eau et jambon, voir ce que ça va faire? » Je pense pas que ça va marcher, mais nous, on peut le faire. On a déjà fait une bière au smoke meat, c'était dégueulasse. Mais on l'a réessayé après parce qu'on travaillait avec des graines de moutarde puis du seigle. Puis c'est pour ça qu'on se disait que ça ressemblait un peu au smoke meat. Puis c'était un grain qui était fumé aussi. Puis ça a sorti la troisième essai, c'était bon. Ça se mangeait très bien avec une poutine au smoke meat. Mais je pense pas qu'on va voir ça, une bière au smoke meat, brassée par Molson. C'est ça. Fait que les bébés des gros, non, c'est des artisans. C'est fou, hein? Il y en a de plus en plus. Et la fraternité en microbrasserie reste la même. Tu sens pas une grande compétition. Tu sens que les gens sont là pour t'aider. Il y en a qui ont eu des sinistres et tout ça. Puis tu vois qu'il y a un rassemblement de toutes les microbrasseries qui vont s'aider, vont faire des bières, vont ramasser des fonds pour l'aider à se repartir. C'est très, très, très fraternel comme environnement. C'est étonnant parce qu'à un moment donné, ça disparaît. Plus il y a de compétition, plus tu veux te démarquer. J'imagine qu'à un moment donné, on va s'en sentir un peu. Mais je sais pas, je trouve qu'au Québec, en tout cas, je sens pas que je suis en danger parce qu'il y a des gens qui vont faire des moves qu'on comprend pas trop et qui peuvent nous déstabiliser. Tout le monde fait sa petite affaire. Comme je te dis, il y a pratiquement une microbrasserie dans chaque village, comme les églises. Fait que là, je pense que les gens réalisent que de plus en plus, on ne veut pas se battre contre les gros, on veut juste faire notre place au niveau local. Fait que tout le monde est fier d'être une personnalité dans leur village, puis on a tous le même rôle, fait que c'est pour ça qu'on s'entend bien. On veut juste faire vivre une expérience de fun. Que le monde passe dans le village et dit « Oh, y a-t-il une microbrasserie? » Là, parce qu'on sait que ça va être le fun des microbrasseries, parce que le monde aime ça. Tu peux-tu répéter la question? Quels sont TDA. Hey, les connaissances sont hyper importantes parce que il y a justement de plus en plus de joueurs. Puis si tu ne vas pas chercher les connaissances nécessaires, tu vas faire les erreurs que des microbrasseurs qui ont faites avant, qui ne feront plus jamais. Donc, tu ne peux pas te permettre la marge d'erreur quand tu décides d'aller dans ce domaine-là est vraiment petite parce que tu veux arriver tout de suite, bon, dire « Hey, je rentre, voici ce que je sors. » C'est aussi bon que tout ce qui se fait présentement à ces tablettes.
Donc, la manipulation des levures, tes produits justement comme le malt de houblon, le choix, la façon que tu brasses, les équipements que tu utilises, la constance de ton produit. Si tu aimes quelque chose, tu veux le prendre puis ça goûte la même chose à chaque fois. Sinon, si tu es un peu trop artisanal, mais tu s'en vas sur tous les bars puis que hey, mais elle goûtait pas ça la dernière fois, là, tu vas pas gagner ton client. Donc, non, c'est super important. À chaque fois qu'on va engager des gens ici, j'explique toujours, ici c'est une microbrasserie. Oui, on vend des fish and chips, puis des fondus au fromage, puis une bavette de bœuf, puis des frites, tout ça. Ça, la bouffe, là, c'est un à côté pour nous. T'sais, nous, l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients en premier, c'est de dire la bière que tu bois, c'est unique à ici. Tu la boiras pas ailleurs, à part les quelques produits qu'on peut faire en canette de temps à autre, là, mais on veut te faire vivre l'expérience de dire hey, c'est le fun, comme aller, puis comme je dis souvent ça aux employés, c'est comme aller d'une fromagerie, puis tu arrives là, tu dis ben c'est quoi la différence entre ton fromage bleu et ton fromage brie? Tu sois capable de répondre. Là. Tu peux pas dire oh, le fromage brie est un peu plus mou, puis le bleu, mais il est plus bleu. Tu peux pas dire ouais, mais la rousse, c'est à cause qu'elle est plus rousse. T'sais, à un moment donné, je vais rencontrer des employés puis on va faire des formations. On va dire voici comment cette bière-là est faite, voici c'est quoi, pourquoi une ale, pourquoi une pilsner, pourquoi une stout, c'est quoi la différence, qu'est-ce que le malt fait dans cette bière-là, qu'est-ce que le houblon fait dans cette bière-là, qu'est-ce que la levure fait, pourquoi on la sert dans tel verre. Il faut que tu n'as plus le choix. Avant, c'était moins pire, mais maintenant, les gens, ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent de bière. Ils arrivent ici, puis maintenant, avant, là, tu pouvais avoir des clients qui s'assoyaient, ils ouvraient le menu, « T'as-tu une Bud? » Là, je disais, non, on n'a pas de Budweiser ici, on est une microbrasserie, mais on fait une blonde. Fermez le menu, ça en est souper, là. On allait manger ailleurs. Lui, il voulait avoir une bonne noiseuse. Et maintenant, ça vire de bord, les gens arrivent et ils disent, « Hey, Grim, c'est-tu fait avec du Citra? Il y a du Citra, hein? C'est le type doublon, là, tu fais comme... » Oui, du Citra, là, tu fais comme « OK, on est ailleurs. » Les gens quittaient avant, maintenant, ils viennent pour ça. C'est vraiment, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc, il faut que les gens qui travaillent ici sachent qu'il y a du Citra, puis pourquoi ils sont capables de détecter le Citra. C'est une IPA qu'on a mis le houblon en premier plan, puis voilà, c'est super important. Mes enfants sont fatigants. Et non. Des moments de frustration qu'on peut avoir. Je te dirais, ce qui est le plus frustrant, puis ça, c'est pas juste au niveau des microbrasseries, c'est la main-d'œuvre. C'est difficile de garder ta main-d'œuvre parce que le domaine hôtelier est porté à rouler parce que c'est souvent des étudiants qui arrivent ici l'été, ils retournent à l'école. Puis là, tu as des bons étudiants qui sont en bac, puis ils connaissent son entreprise, ils sont là depuis 5 ans, puis ils finissent leur bac, leur maîtrise, puis trouvent une job dans leur domaine, puis ils partent. Là, tu fais comme, « Oh, mais t'étais bon, toi. Là, faut que je te remplace par des gens qui étudient en arts et lettres, dégueulasses, qui ont les doigts dans le nez. Je suis tanné, c'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est ça, c'est difficile. Là, des fois, tu sors un produit ou tu vas créer un produit, puis là, tu penses faire un bon coup, puis là, il y en a 2, 3 qui sortent. Même type de bière en même temps que toi, tu fais comme « Oh my God, on va se perdre dans la masse. » Ou c'est ça, tu penses vraiment de faire un home run avec une bière que tu as fait vieillir en barrique, tout ça, puis là, finalement, il y a une infection dans les barriques, tu la jettes dans le drain. Donc là, tu dis « Oh my God, c'était tellement bon. » Puis il s'est passé quelque chose dans le procédé de la fermentation. Mais je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de frustration. C'est plus du challenge à développer, à suivre les tendances. C'est ça bouge beaucoup. C'est très motivant de travailler là-dedans.
Oh non, regarde, nous, il n'y a rien de stressant pour voyager dans la bière dans les camions. Là. Absolument rien, c'est parce que c'est pas moi qui la livre. J'ai fait livrer par d'autres. Mais il n'y a pas grand danger, c'est tout en keg ou en canette. Mais j'ai une anecdote. À un moment donné, on fait une bière qui avait pris vraiment beaucoup de temps à faire. C'est une bière au mocha vanille, une stout qui avait vieilli en bouteille, qui était super belle. Ça sentait là, ça sentait l'hiver, ça sentait le feu de foyer. C'était hyper riche, c'était noir, qui sentait le café puis la vanille un peu. C'était vraiment bon. Puis là, le camion recule, puis on a tout fait, les palettes, tout ça. Puis j'aide le gars, puis je rentre les palettes, mais je lève pas assez le lève-palette. Là, il mord dans la descente, puis toutes les palettes ont tombé, puis ça a tout tombé à terre, tout cassé. Ça sentait le café puis le mocha partout dans le camion, je te demande. J'ai scrappé la moitié de la batch. C'était comme. Puis le livreur était de même. Il était pas capable de rien dire, genre. Hey, toi, tu dois être malheureux, là. Hey, j'étais pas heureux, mais écoute donc. Elle était très bonne, cette bière-là. Il n'y en avait pas beaucoup, par exemple. C'était rare. C'est sûr que le pouvoir des grands brasseurs, c'est le pouvoir d'acheter la visibilité, c'est d'avoir des frigos, d'avoir des étagères, puis eux autres, quand tu rentres, c'est tous eux autres qui sont là en premier. Mais là, le comportement des épiciers a changé parce qu'ils voient que le comportement du consommateur a changé. Les gens, même s'il y a 12 millions de canettes à 3,99, ils vont aller acheter celle à 5,99 ou à 4,99 parce qu'ils sont rendus, qu'ils ont développé leur goût, fait qu'ils ne veulent plus aller vers la bière de gros volume. Donc, les épiciers ont changé le comportement en offrant des tablettes de leur propre gré comme ça, sans qu'on paye. Fait que ça, c'est magique, là. Fait que, comment on fait pour se démarquer? On se démarque plus vraiment contre les gros. On sait que les autres, ils ne peuvent pas se battre contre leur prix parce qu'ils vont toujours être meilleurs. On peut se battre au niveau du produit, puis là, ça va super bien. Là, on se bat entre nous par rapport à hey, la canette est vraiment belle, ce qu'ils ont fait, puis le produit est bon. Fait que c'est le même qu'on va se battre un peu par rapport à ça. Puis, veut pas, au niveau local, les épiciers, les dépanneurs de spécialité aussi, ils vont se faire une plus belle place. C'était du coin. Déjà là, ils vont se réflexer. Ils vont dire, hey, apporte-nous des étagères, si tu veux, avec en bois, puis avec des spots, puis une boule disco. On va te la mettre. Tu sais, ils sont vraiment partis vraiment à nous faire connaître dans la région. La visibilité réduite causée par l'alcool. Ça, c'est une drôle de question. Ah, OK. Donc, si la visibilité est réduite est causée par l'alcool, je te dirais qu'elle est réduite selon la quantité que tu vas consommer. Parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas au dépanneur. Ils arrêtent ici, là ils meurent, ils tombent. Là, tu dis, oh lui, il est vraiment réduit. Mais non, c'est ça. Ça dépend de la quantité que tu prends. Moi, je suis un professionnel. Parfait. La visibilité est parfaite. Alors, vous dites? Tout est dans. Si tu veux répondre à la demande, il faut que tu aies l'offre. Donc, nous, présentement, on n'a pas le volume pour répondre au Québec au grand complet. Donc, on a besoin d'aller faire brasser ailleurs à Montréal. On prend notre recette, on va chez Hochelag à Montréal, puis ils brassent à contrat. Donc, au lieu de produire 1000 litres à chaque fois, mais pour faire une batch, mais lui, il va en produire 6000. Donc, ça vaut la peine de les mettre en canette à 6000 litres. 1000 litres, j'ai ça prend 2 jours, il n'y en a plus. Puis là, le monde dit ah, il n'y a plus de canettes. C'est ça qu'on gère. On est allé tester notre produit avec un brasseur à contrat qui, lui, peut répondre à l'offre. Il nous envoie un peu partout. Puis en plus, ils font la distribution. Donc, il dit ben regarde, moi, j'ai, je sais pas moi, 5 épiceries à Magog. Puis le reste, tu les envoies où tu veux. Un peu à Montréal, un peu à Drummondville, à Victoriaville. Puis là, il envoie le listing de tous les gens qui ont
des produits X là, de toutes les autres microbrasseries. Puis là, les dépanneurs, les épiceries vont choisir ce qu'ils veulent. Donc, c'est de se démarquer, de dire « Hey, ça c'est un bon coup » ou « Ça c'est super bon », c'est de les appeler ou de motiver les troupes de distributeurs à bien nous vendre par rapport à un nouveau produit. Mais c'est ça, où ce que l'enjeu est, c'est que le consommateur présentement de bière n'est pas très fidèle. Les alcooliques sont infidèles. Non, mais tout ça pour dire qu'ils ne sont pas fidèles parce qu'on est encore dans un domaine où on essaye plein de trucs, on fait des croisements de styles et tout ça. Donc, le consommateur est prêt à vraiment essayer n'importe quoi. Oh, ça c'est nouveau, ça je connais pas ça, je vais l'essayer. Ah, ça c'est un type de bière, j'ai jamais goûté. Oh, j'en ai entendu parler. Donc c'est ça, ils se promènent beaucoup là, ça butine. Donc c'est ça, ça a un autre truc de sortir au bon temps puis d'aller sur un style. Quand à un moment donné, les bières, les sour, c'est devenu super populaire, mais on se disait on ne fera pas de sour. Mais à un moment donné, quand tu es au pub, tu n'arrêtes pas de te faire demander t'as-tu de la sour, t'as-tu de la sour, t'as-tu de la sour, mais là, t'es content de dire hey, on a fait une sour, on l'a mis en canette. Et comme de fait, elle se vend comme ça. Là. Parce que le whoops, c'est une tendance. Donc, faut t'écouter c'est quoi qui se passe, puis tu prends ta place. Sinon, quelqu'un d'autre va la prendre. Oui. Au niveau de la gestion, gestion des employés et gestion des stocks peut vivre certains stress parce que la réalité des houblons, souvent, maintenant plutôt, est différente de celle d'avant. Avant, tu travaillais avec des houblons, c'était hey, j'étais content d'en avoir, ça c'était spécial, blablabla. Dès qu'il y a des houblons qui ont gagné en popularité, les macro-brasseries ont dit hey, nous autres, on t'achète toute ta production du mois de, le mois de juillet, tout ça, puis là, tu fais comme, hey, il en reste plus pour les petits, là. Donc, il faut que tu commandes d'avance. Donc, il faut que tu saches un peu qu'est-ce que tu vas faire dans ton année pour dire, ben, tu sais, au mois de février prochain, je vais avoir besoin de ça, fait que faut que je me fasse des réserves. Puis, la fraternité qui existe présentement entre les microbrasseries, ça va arriver souvent, là, je dis, hey, j'ai besoin de faire une batch ou je fais un nouveau style. Il me manquerait de tel houblon que je vais travailler avec. On s'appelle, ah, moi, il m'en reste. On s'en vend entre nous, là, tu sais. C'est pas stressant. Il s'agit de juste bien gérer. Puis le personnel, évidemment, c'est stressant parce que tu sais jamais à chaque année si tu vas en avoir assez parce qu'il y en a qui ont des nouvelles jobs, mais ça reste que, tu sais, on était un restaurant on était une douzaine d'employés, on est rendu 60. Et puis, il y a beaucoup plus, une nouvelle réalité, beaucoup plus de temps partiel que de temps plein. Parce que les gens ne veulent plus travailler 5 jours puis des 45, 50 heures. Ils veulent avoir une qualité de vie. Fait que là, on travaille avec plus de gens qui font moins d'heures. Donc ça devient un peu plus stressant. Puis là, ça se fait remplacer parce qu'ils ont besoin de vacances. Bois de la bière! Dans nos choses. Mais quand je suis actif sur Facebook ou actif au niveau de faire justement des vidéos promotionnelles ou m'impliquer dans ma communauté pour faire des activités X de financement ou pour des fondations, je le fais par plaisir parce que la cause va me tenir à cœur ou l'activité est vraiment le fun. J'adore faire de la vidéo ou des niaiseries, tout ce qui est artistique, peu importe. Puis ça va faire en sorte qu'on se démarque un peu parce que ça fait rire, parce que c'est léger, parce que c'est la couleur un peu de l'endroit. Mais je le fais pas au niveau de la compétition des autres microbrasseries. Je le fais vraiment localement. C'est vraiment pour dire, ici, on a bâti une notoriété, on est un incontournable dans la ville. Si tu viens à Magog, faut que tu viennes ici parce que c'est sympathique, parce qu'il s'implique dans son milieu, parce que tout ça, c'est un tout, mais ça reste que ça me tente de le faire, parce que j'ai du fun de le faire. Puis ça sent à l'écran parce que j'en entends parler et des fois je me sens comme le maire. J'étais à l'épicerie, tu dis bon, bonjour toi, des félicitations pour ça, hey, j'ai vu ton vidéo, ah, blablabla. Fait que t'es pas là à dire je referai plus jamais ça, tu fais comme hey, le monde aime ça, fait que je vais en refaire.
C'est drôle. Taboire. J'ai cherché mon trophée. Mais je te dirais que j'ai gagné un prix de personnalité de l'année. Puis tu sais, tu gagnes ce prix-là, puis tu sais, peu importe ce que je fais, je le fais pas pour recevoir un prix. C'était bizarre parce que j'ai reçu le prix, puis c'est comme si, je sais pas, mettons, l'exemple, c'est quelqu'un qui va s'entraîner pour aller faire un marathon, puis qui fait les rendus au 32e kilomètre, il a le goût de casser, puis de marcher, puis d'abandonner, puis là, finalement, il finit son 42 km, puis il a travaillé fort, puis il s'est entraîné, puis il est content de l'avoir sa médaille, il est content. Mais moi, j'ai reçu un prix, c'est comme si je ne m'étais pas zéro entraîné, puis j'arrivais à la fin, j'ai dit « Ah ouais, je viens de gagner un prix, voilà. » Puis c'est comme trop de reconnaissance pour une seule personne. Tu sais, je me promène dans la rue, puis je vais dans des activités, comme je suis allé au souper du partage, qui est un organisme pour ramasser des fonds pour les paniers de Noël, puis pour aider les familles dans le besoin. Puis je me promenais dans l'école, puis tout le monde me serrait la pince. Bravo, bravo, félicitations, tu le mérites tellement. Mais c'était trop, c'est touchant, mais en même temps, ça te donne du gaz à continuer. Tu te dis, les gens l'apprécient que je fasse ces activités-là, comme faire la Grande Coulée, qui est un festival de bière que j'organise, mais je le fais pas pour avoir de la reconnaissance, je le fais pas pour me faire aimer, je le fais parce que ça me tente, je le fais parce que j'ai le goût que ça bouge, j'ai le goût qu'il se passe quelque chose dans ma ville. C'est certain qu'être remercié de même en grande quantité, autant de personnes, c'est vraiment touchant, mais je vais continuer à le faire. Mais ça me dit, la reconnaissance, c'est important, puis souvent, moi, dans l'action, je prends pas le temps de reconnaître le travail de mes enfants, de mes amis. Des fois, on est dans l'action, puis je considère que tous les gens importants autour de moi, ça va bien. Et là, je dis, hey, j'ai tout reçu ça, il faut que j'en donne. Il faut que je sois plus reconnaissant. Fait que je vais changer un petit peu ma façon de voir, de me faire peut-être un peu moins d'activité, dire plus merci à tout le monde. Un merci sans dessus. Hey, merci, hein? Charles, t'étais là? M'en aller. Là, c'est plus assis. Merci. C'est fin. Bravo. Félicitations. Avoir apporté autant de bière à mes clients. C'est-à-dire, c'est la MRC de Magog qui a créé un programme qui s'appelle Ose entreprendre. C'est n'importe quelle entreprise en démarrage que tu vas présenter. Tu présentes ton concept, puis tu expliques ce que tu veux faire, puis ce que tu as besoin. Puis si les juges, parce que des juges là, des gens de la MRC, des gens des jardins, des instituts des banques ou des caisses, ou peu importe, qui sont là pour financer le projet. S'ils aiment ton projet, mais là, ils donnent des bourses, c'est des subventions gouvernementales. Là. Donc moi, je m'étais présenté à ce concours-là qui s'appelait Ose entreprendre. Puis on avait présenté la fabrique à bière, qui était la nouvelle usine. Parce qu'avant, on brassait dans le restaurant. Puis là, on est rendu dans le parc industriel parce qu'il fallait en brasser plus parce qu'on ne réussissait pas à répondre à la demande. Puis là, j'avais présenté le projet d'expansion, puis où est-ce qu'on s'en allait, puis quel type de bière qu'on faisait. Puis j'avais fait déguster pendant la... Puis là, j'avais gagné le concours ici, mais j'avais gagné un concours régional aussi. On avait gagné une bourse de 10 000 $. Fait que je suis allé dans le sud, puis mais non. C'est un bon coup de main pour le mettre sur nos équipements, puis en démarrage, tu as besoin de tous les sous possibles. Donc, on était vraiment contents. Puis là, maintenant, je siège sur le comité, sur le jury. À chaque année, je suis au concours Ose entreprendre, puis c'est vraiment trippant de voir tous les projets qui se font. J'ai le goût d'investir. Je me sens comme un dragon. J'ai le goût d'investir dans tout. Il y en a que je n'investirais pas là-dedans. Ils sont pas prêts. Mais c'est vraiment, vraiment trippant. C'est beau ce qui se passe dans notre région. Là. Vraiment. Moi, je suis arrivé 1 an et demi après.
Ouvert en 99, je suis arrivé début 2001. Fait que ça fait, je suis un vieux de la vieille. Ça fait 20 ans cette année que ça existe. Puis moi, ça fait un petit peu plus que 18 ans que je suis là. J'ai commencé serveur en remplacement. J'arrivais du collège La Salle à Montréal. Là, je m'en allais en enseignement à l'université. Parce qu'imagine-toi donc, je m'en allais en gestion hôtelière. Je disais, ah, j'aime pas ça. Je suis pas un gestionnaire. Regarde aujourd'hui. Je suis pas enseignant. Ouais, oui, c'est fou. L'évolution du resto, du pub en soi a toujours été progressif. On n'a jamais fait de gros bonds direct. On y va, le tout pour le tout. On y allait, on réinvestissait nos profits à chaque année. On est parti, c'est une petite maison en arrière. C'est les propriétaires à l'époque qui habitaient la partie en arrière. Puis là, devant, c'est le restaurant avec un petit balcon à l'avant. Après ça, eux autres sont partis. Ils ont parti notre petit restaurant en arrière, un restaurant fondu. Puis la microbrasserie est encore là. On a agrandi un peu la terrasse. Après ça, le restaurant fondu est parti, déménagé. On a pris toute la maison pour faire la microbrasserie. On a agrandi la terrasse. Après ça, on a fait vraiment une plus grande terrasse. On a exploité le deuxième étage. Puis maintenant, nous, notre mission première, notre plus grand rêve, c'était d'acheter la maison parce qu'on n'était pas propriétaire, on était juste locataire. On travaillait juste, on disait, il faut acheter la maison parce que la journée qu'on n'a plus de bail, il faut déménager. Puis l'endroit est stratégique, là, en plein centre-ville, en face du lac. Tu peux pas déménager ça. Puis la maison 1850 avec l'angle qu'il y a là, c'était impossible qu'on trouve quelque chose de mieux. Fait que là, on a travaillé, on a acheté la maison, puis on a tout rénové. On a sorti les plans d'origine, on a ramené la couleur, on a refait les colonnes, parce que c'était les colonnes d'origine, il y avait plein de trucs d'origine de la maison qui était encore là. On a décidé de tout garder, de refaire par un ébéniste qui garde la même architecture, puis la respecter, puis ça fonctionne tellement bien, là. Elle est tellement belle, cette maison-là, on en est très, très, très fiers de ce qu'on a fait avec ce petit bijou. Puis de développer dans le parc industriel au niveau des bières aussi, ça fait que nos bières sont constantes, sont bonnes, on travaille toujours à les rendre meilleures, puis des nouveaux styles, puis on n'a pas peur, on fonce. Et pélaille, on a-tu le droit de dire ça à la caméra? On a un très gros défi. Là, la prochaine étape, c'est de grossir l'usine parce qu'on veut encanner. On n'a pas d'encanneuse, on veut faire notre propre production de canne parce que là, on paye pour le faire. Puis, il n'y a pas d'offre touristique à Magog, même dans les environs, pour vivre une visite, avoir un beer garden, avoir un centre ou une belle salle où tu peux faire des congrès, des soupers, tout ça. Donc, on veut faire une usine touristique dans le parc industriel, mais en faire un parc dans le parc. Donc, on veut un gros terrain boisé, puis faire un beer garden, une scène extérieure, une scène intérieure, une salle de réception, des visites guidées qu'on peut recevoir des autobus, de la bouffe que tu peux avoir sur place, des zones de barbecue, un parc à chiens, un parc d'enfants. Tout va y être. C'est comme tu vas vivre une autre expérience industrielle, mais hyper conviviale. Donc, c'est un très gros projet. C'est le plus gros depuis l'existence de la micro, mais on y croit tellement, on est rendu là, puis il n'y a personne qui le fait encore de cette façon-là. J'en ai visité plein d'autres microbrasseries, mais qui offrent tout ce que je veux faire, puis de visiter, faire l'immersion de l'histoire de la bière, de savoir comment c'est fait de A à Z, d'y goûter, puis de vivre une expérience après avoir fait la visite. Ça va être mémorable. Les gens vont vouloir faire le line-up. Puis, tu sais, j'ai plein d'idées de shows, d'événements, de cinéma extérieur, de food truck, des micro-invités chez nous, plein d'affaires. Je suis vraiment artistique dans la vie, puis mon cerveau, c'est un cerveau TDA, plein d'idées. L'important, c'est que je me
concentre puis de l'en développe une, puis c'est sûr que ça va fonctionner. Parce que le monde, ils veulent être entertainés. Si c'est juste des petites vidéos, tweets sur Facebook, ils vont dire ah, t'es drôle! Et là, ça va être drôle à moi, mon affaire. Ça va être le fun. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Ça va être écœurant, ce shop-là. Ça va être débile. Il est tellement haut. C'est fou. C'est qu'on va être chaud.